la bienvenue à cette nouvelle table ronde du Digital Society Forum consacrée à la vie privée et aux données personnelles. Participent à cette table ronde Isabelle Falque-Pierrotin qui dirige la CNIL, l'organisme censé protéger les données personnelles du grand public, Déborah Elalouf qui à travers l'association Tralalaire et Internet sans crainte s'occupe de la protection et de l'éducation des adolescents au comportement numérique et, en ce qui nous concerne, à la protection de leurs données personnelles. Delphine Reyre, qui est directrice des affaires publiques de Facebook. Et enfin, Fabrice Rochelandais, un sociologue spécialiste des usages du numérique, des modèles économiques du numérique et de l'utilisation et de la protection des données personnelles. Ce sujet est passionnant puisqu'il le comportement et les attentes des Français et des internautes sont très ambivalents. D'un côté, il y a une crainte, que fait-on de mes données? Où vont-elles? Mes datas, mes photos personnelles, mes informations bancaires, bref, tout ce que je laisse en même temps bien volontiers à tous les acteurs de la vie numérique parce que ça me simplifie la vie. Donc on est dans un comportement un peu ambivalent de crainte et en même temps de laisser faire et aussi dans une gestion du rapport bénéfice-risque. Alors on va essayer de comprendre dans un premier temps comment les gens se comportent, quelles sont leurs difficultés, leurs craintes, leurs parades, leurs comportements, souvent déroutants mais aussi parfois plus informés et plus agiles qu'on ne croit. Et puis dans un deuxième temps, on va se poser la question de comment en protéger, encadrer, favoriser des comportements plus responsables, peut-être plus conscients, peut-être plus nuancés, ou en tout cas qui protègent les gens sur leurs données privées, leur vie personnelle. La vie personnelle étant aujourd'hui une notion qui est très individuelle, donc ici la difficulté pour le législateur est donc d'avoir une définition collective de quelque chose qui est aujourd'hui vécu comme singulier, unique et individuel. En France, un Français sur 3 utilise Facebook quotidiennement. Pour nous, ce qui est absolument essentiel, c'est que les utilisateurs de Facebook, les gens qui utilisent Facebook, se sentent en confiance sur cette plateforme d'échange et de partage. Ils utilisent Facebook pour avoir des discussions publiques ou privées et il est absolument important pour nous qu'ils se sentent en contrôle de ce qu'ils partagent et avec qui ils partagent. On a donc développé beaucoup d'outils qui leur permettent de choisir à tout moment l'audience avec qui ils partagent. Ils peuvent partager avec un petit groupe d'amis, avec un groupe plus large d'amis. Ils peuvent décider de se mettre en public, en mode public et partager avec l'ensemble des utilisateurs de Facebook. Il faut qu'à tout moment, ils sachent qu'ils ont toutes ces options possibles pour partager les contenus. Pour ce qui concerne les mineurs, on a fait un effort encore plus approfondi de façon à s'assurer que par défaut, les paramètres de confidentialité qui concernent les mineurs soient renforcés. Non seulement ils sont par défaut en mode amis seulement, ça c'est aussi vrai des adultes, mais ils sont déréférencés des moteurs de recherche externes et on ne peut pas les géolocaliser. Donc pour que des mineurs puissent enlever ces fonctionnalités, il faut qu'ils passent par des écrans éducatifs qui leur expliquent les implications d'enlever ce type de fonctionnalités qui sont là pour protéger leur vie privée. La première attitude des jeunes, comme des grands d'ailleurs, c'est de se dire il est où le problème? Dans le fond, j'ai rien à cacher. La nature publique du web versus la nature privée des données. La nature privée étant une notion complexe et récente, est un vrai élément à faire passer. Alors en même temps, on assiste récemment à une prise de conscience un peu plus forte de l'importance de ne pas tout livrer, un plaisir de l'éphémère, de données qui apparaissent et qui disparaissent. Mais en même temps, la première question, c'est pourquoi ils se montrent et qu'est-ce qui, dans leur comportement, suscite des questions sur leur vie privée. L'adolescence, c'est un âge où on se montre, c'est un âge où on s'expose, où on prend des risques, où on provoque. Et donc le temps des réseaux sociaux n'est pas adapté à la psychologie des adolescents. À la fois
le fait de gérer, de tester plusieurs identités, et de l'autre côté, la complexité de gérer ces différentes identités, de paramétrer ces profils. Donc d'un côté, des jeunes qui s'exposent, de l'autre, à 13 ans, on ne sait pas toujours paramétrer son profil ni gérer complètement la technologie, et enfin des industriels qui utilisent les données et qui n'ont pas tendance à toujours tout rendre le plus simple possible. L'un des enjeux et l'une des questions, c'est comment est-ce qu'on donne aux jeunes à percevoir et à comprendre ce que c'est que la donnée et le flux des données. Deux types d'actions pour accompagner les jeunes. D'un côté, la sensibilisation, le fait de développer une prise de conscience à travers des ateliers, des contenus, le fait de susciter le débat, de créer le débat entre le jeune et l'adulte. On oublie souvent de dire que les premiers à ne pas avoir une bonne conscience de ce que c'est que la vie privée, ce sont les adultes, commencer par les parents qui ont tendance à exposer tout et n'importe quoi de leur enfant sur les médias sociaux. Donc un élément de prise de conscience de la valeur de leurs données et de l'impact. Quel est l'impact de la circulation des données? Par exemple, les jeunes n'ont pas toujours conscience que les données qui sont collectées lors de leur navigation vont avoir de l'impact sur la consultation d'informations qu'ils vont avoir, que dans une requête, si j'aime beaucoup le bleu, j'ai plus de chances de recevoir en information du bleu. Et finalement, on produit toujours plus du même, hein, et on leur donne à voir du même à un âge où ils auraient intérêt, au contraire, à s'ouvrir à tout un tas de sources d'informations et de points de vue qu'ils ne connaissent pas encore. Le deuxième élément, au-delà de la sensibilisation, c'est la formation. Faire comprendre de manière assez concrète comment paramétrer leurs données, comment bloquer, comment retirer une image, comment gérer leur communication par groupe. Donc là-dessus, l'action de Tralalaire, à travers Internet sans crainte, programme de sensibilisation, c'est d'accompagner les jeunes dans le cadre d'actions de sensibilisation pour développer une prise de conscience. Et de l'autre, c'est d'essayer de les former pratiquement à l'école, mais aussi en dehors de l'école, au fait d'apprendre à coder et décoder le numérique. Le paradoxe de la vie privée, en fait, c'est un comportement un peu ambigu des individus, puisqu'ils ne reflètent pas ce qu'ils préfèrent. En général, quand j'aime pas les fraises, je mange pas de fraises. Mais là, en fait, on a un paradoxe au sens où la vie privée, j'ai une préférence pour ma vie privée, et pourtant je m'expose excessivement sur le web, sur Facebook, sur Twitter. J'expose le moindre détail de ma vie privée. Donc ça peut paraître, si on considère des individus rationnels, ça peut paraître paradoxal, puisque justement, normalement, on adopte un comportement qui est conforme à ses goûts, à ses préférences. Ce n'est pas tant un paradoxe que cela pour les économistes, puisque en fait, ça a été très bien expliqué par les économistes comportementalistes, au sens où on peut très bien préférer une petite gratification immédiate, jouer à un jeu stupide sur un smartphone, à un dommage finalement qui peut être important dans le futur, mais que je n'arrive pas à calculer, que je n'arrive pas à me représenter, c'est-à-dire les risques en termes de vie privée. Personne n'est capable de déterminer les dommages potentiels, les préjudices, à part évidemment la fraude bancaire ou le spam. Mais voilà. Donc là, le paradoxe, en fait, il n'en est pas tant un, tout dépend de comment on l'appréhende en fait. Il y a plusieurs solutions actuellement qui sont discutées. Il y a le droit à l'oubli numérique, il y a le droit à la portabilité, et puis il y a la fameuse privacy by design, la vie privée dès la conception des services, donc des règles de vie privée qui seraient intégrées dès la conception des logiciels ou des services en ligne. Ces solutions posent différents problèmes. Les premières, le droit à l'oubli numérique, eh bien, ça suppose un individu qui est rationnel. Or, avec le paradoxe de la vie privée, on peut se poser la question de savoir est-ce que les individus finalement sont si rationnels, est-ce que finalement ils vont l'exercer. Alors ça c'est un premier point. Et puis deuxième point, le droit à l'oubli numérique, c'est aussi est-ce qu'il est effectif en fait. Est-ce que quand je demande à ce que mes données soient effacées ou déréférencées, est-ce qu'au fond elles disparaissent réellement?
Et actuellement, en fait, on constate que les données personnelles, c'est des biens non rivaux, c'est-à-dire des biens que l'on peut partager à l'envi, et elles peuvent disparaître d'Internet et réapparaître à un autre moment, être stockées hors ligne et réapparaître sur le réseau. Donc ce n'est pas des solutions qui sont à mon avis, très efficaces d'un point de vue économique. Moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, on pourrait peut-être davantage éduquer les gens dans leur comportement, tout en sachant qu'on ne sait pas ce qu'est la vie privée. Donc, à partir de là, peut-être amener les gens à adopter des comportements plus, disons, avec moins de casse au niveau des préjudices qu'ils pourraient subir. Et les éduquer, eh bien, ça serait plutôt une privacy by using que l'on défend avec mes collègues économistes. C'est-à-dire une privacy by using, c'est-à-dire un accompagnement de l'individu dans ses usages, dans ses discussions en ligne, dans l'usage des différents services qu'il utilise.